Voilà, donc nous commençons par la conférence du professeur René Cochard, qui est docteur en médecine, professeur émérite de l'université Claude Bernard à Lyon, membre du pôle santé publique du CHU de Lyon, qui poursuit des recherches à l'université sur le cycle menstruel et publie des livres, des articles scientifiques sur les fondements neuroscientifiques de l'écologie humaine et sur la biologie du cycle féminin et son dysfonctionnement. Tout un programme. Je vais me mettre là-bas. Tu as reçu super génial. Assez d'électricité. Merci Paul. Je commence à dire bonjour. Bien, bonjour. En fait, pour Isabelle et moi, c'est surtout une journée d'amitié, en fait, de partage. Avec beaucoup d'entre vous, on a fait un long chemin déjà dans ce merveilleux service pour la famille, en fait. Et on est très heureux de pouvoir partager notre belle diversité. C'est notre richesse. Et donc, vous avez eu Patrick Récipon qui a introduit. En fait, il a dit des choses essentielles, mais ce qu'il n'a pas raconté, c'est que ça fait 1 an que le petit groupe travaille. Moi, je suis émerveillé. J'entends Isabelle en réunion chaque quinzaine pour préparer cette journée. Et donc, si on a cette belle diversité, on aura, j'espère, j'en suis sûr, des présentations intéressantes. C'est grâce à tout ce travail et au fait que vous vous êtes déplacés, ce qui signifie beaucoup en ce moment. Notamment, c'est difficile et donc je suis plein de gratitude. Bien, alors, donc moi, on a accepté, parce que c'était une proposition, cette conférence extrêmement originale, ce que l'homme doit à son chromosome Y. Parce que d'habitude, on parle plutôt de la femme quand on vient ici, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, on va parler de l'homme. Et sur l'homme, il y a beaucoup à dire. Et personnellement, je suis assez émerveillé. J'ai travaillé pendant un certain temps ce sujet. Et maintenant, je suis en mesure de vous faire une petite proposition. Donc, ici, on a les chromosomes de notre espèce humaine, mais c'est chez un homme. Et comment on sait que ces chromosomes sont ceux de l'homme? Eh bien, tout simplement parce que ici, on a ce tout petit chromosome Y, alors que chez la femme, on aura un deuxième chromosome X. C'est peu de choses, n'est-ce pas? Eh bien, c'est essentiel. Et je vais vous montrer la magie que le Créateur a mis dans le chromosome Y. C'est absolument féerique. Vous allez voir, c'est impressionnant. Alors, il faut que je sache comment on passe les diapos, par contre. Ah, tout simplement, d'accord. Voilà, ça y est, super. Donc, notre abord sera scientifique. Je vous ai mis ici quelques-uns des visages des sympathiques auteurs qui ont tellement travaillé sur ce sujet. Je ne vais pas vous les citer pour ne pas perdre de temps, mais je citerai quand même David Page, qui est Monsieur Chromosome Y chez les scientifiques. C'est lui qui a tenu le coup, a travaillé sur le chromosome Y, et on lui disait, mais pourquoi travailler sur le chromosome Y? Il est tout petit et il va même disparaître. Donc pourquoi tu engages toute ta carrière sur ce chromosome? Et donc si ceux qui s'intéressent à la chose pourront regarder des vidéos assez merveilleuses sur YouTube ou autre, où il nous raconte son histoire de chercheur qui a eu la prétention de trouver quelque chose dans le chromosome Y. Donc, un plan qui, pour une fois, ne sera pas en 3 parties. C'est quand même extraordinaire. Regardez-moi tout ça, c'est parti. On aura 4 parties. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer pourquoi il est petit et répondre à la question, va-t-il disparaître? Il a perdu la plupart de ses gènes, va-t-il disparaître? Ce sera notre première chose. La deuxième chose, c'est, il est tellement petit, qu'est-ce qu'il peut faire?
Hein, et si petit, qu'est-ce qu'il peut faire? Ensuite, je vous montrerai comment ce qu'il apporte à notre personnalité, nous les hommes. Vous avez remarqué que les hommes, nous avons un tempérament qui est quand même tout à fait différent de celui des femmes, n'est-ce pas? Eh bien, Y est vraiment pour quelque chose. Et puis ensuite, j'essaierai de vous montrer que, en fait, XY et XX, hommes et femmes, c'est réellement deux présences au monde. C'est deux présences au monde. Et bien entendu que ça ne prend son sens qu'ensemble. Tout d'abord, donc, il a perdu la plupart des gènes. Va-t-il disparaître? En fait, s'il perd ses gènes, en fait, c'est pour se spécialiser. Remarquez bien que le chromosome Y, nous le transmettrons de père en fils. Alors que le chromosome X, il y en a chez les messieurs et chez les femmes. Donc X n'a pas de raison de se spécialiser. Il faut un chromosome X aux hommes, il faut un chromosome X aux femmes. Pourquoi? Sans X, pas de vie. Il n'existe pas d'être qui n'est qu'un Y, alors qu'on peut vivre avec seulement un X. En effet, l'X notamment, c'est le chromosome de l'intelligence. Il y a 6 fois plus de gènes de l'intelligence sur le chromosome X que sur les autres chromosomes. Donc, on n'est pas étonné que les épouses soient très intelligentes, n'est-ce pas Philippe? Quand elles en ont 2. Donc, le chromosome X, c'est le chromosome de l'intelligence. Il n'y a pas de développement du cerveau sans chromosome X. Alors qu'on peut se passer d'Y. Il y a des personnes qui n'ont qu'un seul X, pas d'Y, et tout va bien sur le plan du cerveau. Est-ce que vous me suivez toujours? Donc, en fait, c'est pour se spécialiser. Donc, je vais vous le montrer. En fait, l'aventure a commencé il y a 300 millions d'années. Avant, il y a 300 millions d'années, eh bien, en fait, il n'y avait pas de chromosome dédié au sexe. Ceux qui sont intéressés par les diapos, je vous les donnerai. Vous ne cassez pas les pieds. Enfin, vous pouvez les photographier si vous voulez. Mais disons que je les donnerai et puis on vous les fera parvenir. Il n'y a pas de propriété privée. Donc, avant, il y a 300 millions d'années, eh bien, ma foi, on n'était pas mâle ou femelle en fonction d'un chromosome. En fait, c'était en fonction des besoins. En fonction des besoins, eh bien, ma foi, l'individu tournait vers la masculinité ou vers la féminité pour qu'il y ait des mâles et des femelles de manière assez bien répartie. Alors, comment ça se passe? Eh bien, par exemple, on a encore ça chez les crocodiles, par exemple. Eh bien, c'est que en fonction de la température d'incubation de l'œuf, ça donne un petit mâle ou une petite femelle. Donc, et un jour, aux merveilles, un gène, le gène SRY, est apparu. Un gène qui carrément, lui, fixe, ce sera un mâle. Du moment même qu'il y a un gène SRY, eh bien, ça détermine que ce sera un mâle. Donc tout va, c'est le patriarche de la masculinité, SRY, de lui va tout découler. Et il est apparu à peu près il y a 300 millions d'années. Du coup, petit à petit, au cours des temps, eh bien, des gènes utiles à la masculinité sont venus à ses côtés. Comme ça, ils passent en même temps que lui. C'est des gènes utiles à la masculinité, par exemple, notamment pour faire des spermatozoïdes. C'est utile. Eh bien, ils sont venus, ils étaient sur d'autres chromosomes, ils sont venus sur ce chromosome, parce que vous savez, il y a du brassage. D'une génération à l'autre, il y a du brassage et il y a des petits morceaux de chromosomes qui passent d'un chromosome à l'autre. Et donc, les gènes de la masculinité sont venus petit à petit s'agglutiner proches du gène SRY. Comme cela, nous, les messieurs, les mâles de toute catégorie, les mâles ont tout ce qu'il faut pour être mâles. Parce que pour être mâle, il ne suffit pas d'avoir des testicules. Il y a beaucoup d'autres choses. Pour être aussi merveilleux que nous sommes, il a fallu beaucoup. Donc, je vais essayer de vous le montrer. Et donc, après, il y a eu un phénomène de nettoyage.
tout ce qui n'est pas utile disparaît. C'est-à-dire que tous les gènes que j'ai mis en blanc là, ce sont des gènes inutiles à la masculinité. Donc, ils ont été supprimés. Ce qui fait qu'on ne va se retrouver qu'avec un chromosome beaucoup plus court, avec le SRY et tout ce dont on a besoin pour faire un homme ou un mâle. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est vraiment tout simplement un processus de spécialisation. Et est-ce qu'on va perdre nos gènes du chromosome Y? C'est ce qu'on lit, vous pouvez regarder sur Internet, tapez « Est-ce que Y va disparaître ?» À peu près tous les 2 ans, comme si c'était une merveille qu'on venait de découvrir, ça date depuis 2002-2004, eh bien, tous les 2 ans, on nous annonce quelque chose d'incroyable, Y va disparaître. On vient d'apprendre que Y va disparaître, donc science et avenir, science et vie, le monde, bien sûr, le monde et tout ça, va nous dire Y va disparaître. La masculinité va disparaître, c'est ça dont il est question. Et bien non, parce que, vous voyez, avec nos frères, nous avons un ancêtre commun avec le chimpanzé d'il y a à peu près 6 millions d'années. À peu près 6 millions d'années, nous avons un ancêtre commun. Et eh bien, en 6 millions d'années, nous n'avons pas perdu un seul des gènes de Y que nous avons en commun avec le chimpanzé. En 6 millions d'années, on n'a pas perdu un seul gène. Donc on ne perd pas de gènes depuis 6 millions d'années sur notre chromosome Y. Et même, en fait, on a ajouté une des extrémités par rapport au chimpanzé. Il ne l'a pas. D'ailleurs, moi, j'avais remarqué qu'il y a une différence entre sa masculinité et la mienne. Eh bien, entre autres, c'est peut-être grâce à cela, qui est un petit morceau qui vient du X. On a bénéficié un peu de la féminité, semble-t-il. Est-ce que ça va toujours? Donc, il ne perd plus ses gènes. Bon, d'accord, mais il est quand même franc petit. Hein, parce qu'un chromosome Y, il y a à peu près 45 gènes absents chez la femme et 20 gènes communs au chromosome X. Donc sur nos chromosomes, nous, on a environ, parce que c'est très complexe à calculer, on a environ 69 gènes, ça ne fait pas beaucoup. Les gènes, c'est quoi? C'est des moules pour faire des protéines. Hein, pensez à une cuisine. Hein, pour faire un gâteau rond, il faut un moule rond. Ben, les gènes, c'est des moules, hein, tout simplement. Et donc, on a donc, nous, les messieurs, 45 gènes, moules, que les dames n'ont pas. C'est pour ça qu'on peut faire des choses qu'elles ne peuvent pas faire. Alors, en fait, il est petit, oui, mais il est très influent. Vous savez ce que c'est? Il n'y a pas besoin que le général soit haut de taille pour qu'il change beaucoup les choses. En fait, XY ou XX chez la femme, ce sont les généraux de la cellule, aussi bien chez l'homme que la femme. Ceux qui commandent chez la femme, c'est XX. Ils commandent à tous les autres chromosomes. Et ceux qui commandent chez l'homme, c'est XY. Y ne fait pas le travail lui-même, il délègue. Il délègue. Par exemple, c'est Y qui fait faire le testicule, par exemple, mais ce n'est pas lui qui le fait. Il donne l'ordre à d'autres gènes sur d'autres chromosomes de faire un testicule. Son rôle, lui, c'est de donner l'ordre. C'est un donneur d'ordre. XY et XX sont des donneurs d'ordre. Donc, c'est des chefs d'équipe. Ils organisent la manière de travailler. Il a embauché la testostérone pour le seconder. Très tôt, à la 7e, 8e semaine in utero après la conception in utero, il y a déjà la testostérone et ils vont travailler ensemble tout le temps. Le chromosome et le testostérone travaillent côte à côte. C'est une sorte d'astuce que Y a trouvée, c'est d'avoir la testostérone pour diffuser son influence. Et donc, ils vont travailler ensemble comme Black et Mortimer. Ils vont bosser ensemble. Donc, on ne parle pas de Black ni de Mortimer, on parle de Black et Mortimer. Ben, c'est pareil, on ne parle pas de chromosome Y ou de la testostérone, ils bossent ensemble.
La testostérone chez une femme ne fait pas ce qu'elle fait chez un homme. Parce qu'il n'y a pas le même chromosome. En présence d'Y, la testostérone va avoir une action. En son absence, elle aura une autre action. La testostérone, c'est très important chez la femme aussi. Mais ça n'a pas le même but. Enfin, en partie. Hein. Donc, en fait, que ce soit XX chez la femme ou XY chez l'homme, ce sont des chefs de chantier. Ils font travailler tous les autres chromosomes. Tous les autres chromosomes de la cellule travaillent spécialement. Par exemple, dans l'hippocampe, par exemple, un endroit du cerveau, eh bien, il y a 1500 gènes qui ne travaillent pas de la même manière chez l'homme et la femme. Dans chaque organe, il y a un certain nombre de milliers de gènes ou de centaines de gènes qui ne travaillent pas pareil chez l'homme et chez la femme. Tout ça, c'est parce qu'il y a l'influence soit de XX, soit de XY. Donc, pendant la vie in utero, 7e semaine qui suit la conception, SRY, donc vous savez, on a dit, c'est le premier, c'est le patriarche du chromosome Y, fait développer des testicules. C'est lui qui donne l'ordre. Donc, si j'ai SRY, j'ai des testicules. Et la semaine d'après, ça commence, la testostérone commence à être sécrétée par le testicule. Et à partir de ce moment-là, la testostérone va tout à la fois transformer le corps en un corps d'homme et transformer le cerveau en un cerveau d'homme. Et donc, ils travaillent ensemble. J'y reviendrai sur le cerveau d'homme. Donc, ils travaillent ensemble. Comment ça se voit? Bon, donc je vous disais, beaucoup de gènes de la cellule travaillent différemment chez l'homme et chez la femme. 37% à peu près des gènes travaillent. Vous voyez, chez nous, là, il y a des messieurs et des dames. Eh bien, nous avons 37% de nos gènes qui ne travaillent pas de la même manière. C'est impressionnant. Vous ne trouvez pas que c'est impressionnant? Plus d'un tiers de nos gènes ne travaillent pas de la même manière dans au moins certaines régions du corps. C'est quand même fabuleux. Hein. Et dans le cerveau, je ne sais pas tout par cœur, mais dans un beau nombre d'endroits, c'est la même chose. En effet, donc, ils travaillent ensemble sur le corps et ils travaillent ensemble sur le cerveau. Je vais vous donner des exemples. Un exemple marquant, je trouve, sur le corps. La taille vient du chromosome Y. Le fait que les messieurs soient en moyenne, il n'y a que des moyennes là-dedans, plus grands que les dames, ce ne sont que des moyennes, eh bien, c'est grâce à leur chromosome Y. Moi, j'avais un chromosome Y, mais ça n'a pas bien fait grandir. Mais ça, c'est une question de diversité. Hein. Donc, la taille, c'est plutôt, enfin, c'est carrément, c'est dû au chromosome Y. Mais le chromosome Y ne fait pas le boulot lui-même. Il fait travailler une bonne dizaine de gènes différemment pour que les messieurs soient en moyenne plus grands. Par contre, la belle silhouette féminine, elle est due à ces hormones. Et nous, le fait que les épaules soient larges ou d'autres choses, la peau, le panicule adipeux, les muscles, c'est dû à la testostérone. Donc vous voyez, les gènes font plutôt la taille, la testostérone fait plutôt la silhouette. Vous voyez, ils travaillent ensemble sur chaque chose. C'est un exemple, je trouve, enfin moi qui m'a assez convaincu de leur travail en commun. Sur le cerveau, eh bien, c'est tous deux qui fabriquent, entre guillemets, qui font développer un cerveau d'homme ou de femme. C'est notre cerveau, dès la naissance, nous avons un cerveau différent. Et récemment, cette année même, enfin 2023, il y a une publication, ils se sont amusés à faire des imageries du cerveau des bébés dans le ventre de leur maman. Parce qu'il y avait besoin de faire une IRM de la région, mais ils ont pris l'image du bébé. Le but n'était pas d'imager le bébé. Eh bien, l'article explicite dit dans le titre, en regardant l'image, on peut dire si c'est un petit gars ou une petite fille. Pourquoi? Eh bien, parce que les petites filles, il y a des échanges dans tout le cerveau, alors que les petits gars, c'est beaucoup plus local. Nous, vous savez, les messieurs, on a le cerveau cloisonné. Eh bien, c'est déjà vrai dans le ventre de notre maman. C'est une étude absolument, moi, qui m'a paru merveilleuse. Hein. Donc, aussi bien dans la forme,
j'aurai l'occasion de vous le dire peut-être, et dans le fonctionnement. Exemple dans le développement. Eh bien, tous deux font que dès la naissance, les petites filles ont acquis l'intuition et les petits garçons ont acquis des dons d'analyse, un goût pour l'analyse. Et c'est vrai aussi chez les autres mammifères. Chez les mammifères, les femelles ont besoin d'intuition. On peut le comprendre. Qui est-ce qui va assurer la survie des bébés, quand même? Qui est-ce qui va devoir deviner, quand tout petit trésor là, n'a que quelques jours, quelques semaines, qui va deviner subitement ce qui se passe, hein? C'est l'intuition. Et ce sont les mamans. C'est pour cela que les femmes, souvent, ressentent le besoin sans même l'analyser. Alors que le papa, lui, dit, mais attends, pourquoi il pleure? Qu'est-ce qui ne va pas? Lui, il entre par l'analyse. Qu'est-ce qu'il a mangé il y a un quart d'heure? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est masculin. Parce que nous, on entre par les problèmes plutôt par l'analyse. Alors que la femme a une intuition qui fait qu'éventuellement, elle analysera après. Et c'est vrai aussi donc, chez les autres petits mammifères. Donc c'est intéressant, dès la naissance. Et puis, une petite note un peu plus scientifique pour ceux qui s'intéresseraient à ça. Dans notre cerveau, à l'avant, on a le cortex préfrontal, qui est la zone qui nous fait prendre des décisions. Enfin, il faut tout le cerveau prendre des décisions. Mais pour choisir entre ce qui est rationnel et ce qui est émotionnel, il est très important d'avoir le préfrontal cortex. Au contraire, au centre du cerveau, on a le cerveau émotionnel. Eh bien, les chromosomes, la testostérone va agir un peu partout, énormément, et le chromosome, lui, c'est lui qui, chez l'homme, le chromosome Y, est au tout début de la sécrétion de dopamine. C'est quoi la dopamine? C'est ce qui nous motive. La dopamine, c'est comme une hormone, mais dans le cerveau, qui nous motive, qui nous donne envie, qui nous dit ça, il faut que je le fasse. On dit c'est l'hormone du plaisir, c'est une manière de parler. C'est plutôt le neuromédiateur de la récompense, en fait. Si je fais ça, ça va me faire du bien. Et donc, ils travaillent tous les deux dans le cerveau, comme cela, ensemble. Bon, vous me suivez toujours? Je ne vous ai pas lâché, ça va? Eh bien, on va voir maintenant ce que ce chromosome X, Y fait sur notre personnalité. Il faut situer l'homme dans son horizon. De la même manière qu'on ne peut pas parler correctement de la psychologie d'une personne sans tenir compte de son horizon. L'homme est tout d'abord un tout petit garçon, puis ce petit gars là qui joue au foot, cool, relax, pas d'angoisse, du style 5 ans, 7 ans, tout va bien, c'est cool, on joue au foot. Et puis après, l'âge de raison, c'est des petits adultes en miniature. Et puis après, ils rentrent dans l'adolescence. Ils ont tout l'apprentissage à vivre en société. Donc, on quitte un peu papa-maman. Maintenant, il faut qu'on soit avec les copains. Et puis, en fait, le but, c'est de vivre dans une société, peut-être dans une famille, où il y aura hommes et femmes. Eh bien, comment ça se passe sur le plan biologique? Eh bien, en fait, de manière innée, ce que nous donnent nos chromosomes, notamment le chromosome Y, ce qui nous donne, c'est un tempérament. C'est un tempérament. On verra lequel, le tempérament. Mais c'est le tempérament. Ce n'est pas la personnalité. La personnalité, on la développe, mais c'est le tempérament. Et puis, il y a le contexte où on vit qui va jouer. Aucun d'entre nous n'a vécu dans le même contexte. On aurait eu le même tempérament, on n'aurait pas la même personnalité. On vit dans un contexte pacifique, ou au contraire, on vit dans un contexte au contraire agressif. La testostérone dans le contexte agressif, ça a de gros effets. Ça rend agressif. Alors que la testostérone dans un contexte pacifique, ça rend généreux. La même hormone dans un contexte différent ne donne pas la même chose. Voyez ? Si vous vivez dans un bon climat serein, la testostérone va être un outil pour vous pour développer votre générosité. C'est extraordinaire. Alors qu'au contraire, si vous vivez dans un climat guerrier, eh bien, la testostérone va vous pousser
à être encore plus guerrier. Les événements qui nous arrivent, les pertes familiaux, les événements de détresse, etc. L'éducation, évidemment, parce qu'en fait, le cerveau, on forme le cerveau comme on forme un muscle. Ceux qui font du bodybuilding, ils ont des gros muscles. Moi, je n'en ai pas fait, je n'ai vraiment pas des gros muscles. Eh bien, c'est pareil pour le cerveau. Quand on pose des actes, les zones du cerveau qui travaillent se développent. Donc, on forme le cerveau physiquement comme on forme le muscle. On peut faire de la gymnastique, on gagne. Posez des actes bons et vous devenez bon. Parce que de fait, ça agit sur votre cerveau. Ça rend plus aisé de devenir bon. Et puis les choix de vie, évidemment. Et donc avec tout ça, eh bien, se développe la personnalité. La personnalité, c'est ce qui résulte d'un inné qui s'est développé grâce aux événements, au contexte, à l'éducation et au choix de vie. Donc l'inné biologique va être extrêmement important. Et l'inné biologique, on ne le reçoit pas que à la naissance, on le reçoit jusqu'à 22-24 ans. Que ce soit les hommes ou les femmes, notre masculinité ou notre féminité, on reçoit du biologique jusque vers 22-24 ans. Et donc, toute cette transformation de l'être, elle est physique dans le cerveau. On a la génétique, ça on l'a. Mais on a l'épigénétique, c'est-à-dire on pose sur nos gènes des petites marques pour dire ce gène, je l'utilise, ce gène, je ne l'utilise pas. Comme la cuisinière dit, le moule rond, je l'utilise, je fais des gâteaux ronds à mes petits-enfants. Celui-là, le moule, vous savez, en étoile, je ne l'utilise pas, c'est impossible à nettoyer. Et donc en pratique, c'est ça l'épigénétique. C'est que vous posez sur vos gènes des marques qui disent ce gène on s'en sert, ce gène on s'en sert pas. Et puis la plasticité cérébrale, c'est ce dont je vous ai parlé, c'est ça se muscle. Plus je fais quelque chose, plus ça se développe, plus ça devient aisé. C'est comme les chemins en bas d'immeubles. Au début, ils ont fait que des routes, et puis au bout de quelques temps, on voit des nouveaux chemins qui apparaissent. Là où on marche, il y a des chemins. C'est pareil dans le cerveau. Les actes qu'on pose deviennent de plus en plus spontanés, et ça s'écrit vraiment dans le cerveau. Donc, maintenant, les conséquences. Eh bien, la première chose, c'est la confiance en soi. La testostérone développe notre confiance en soi, amplifie notre confiance en soi, ce qui est bien nécessaire parfois, mais ce qui peut nous déborder, parce que trop confiance en soi, c'est être grotesque. Donc, c'est en plus et en moins. Yes, I can. Oui, bon, mais tu peux, mais est-ce que tu t'es donné les moyens? Donc, notre masculinité augmente notre confiance en nous. Notre masculinité augmente notre désir de maintenir notre statut. C'est-à-dire, de la même manière que le lion mâle ne laisse pas rentrer d'autres mâles pour venir toucher à sa famille, nous les hommes, on a dans notre génome quelque chose qui nous pousse à dire « là, tu ne touches pas, c'est chez nous ». C'est une force, ça fait partie du tempérament. Après, on développe notre personnalité comme on peut avec ça. Mais donc, cette attitude de maintenir le statut, nous sommes très enclins à le faire, nous, en tant qu'hommes. Et puis, ça amplifie les réactions. C'est-à-dire que dans le bien comme dans le mal, les hommes ont tendance à faire les choses en grand. C'est-à-dire, notre biologie nous pousse à faire les choses en grand. Donc, quand on fait des catastrophes, on les fait grosses. Et quand on fait du bien, on les fait grosses aussi. Et moi, je pense souvent à Saint François Xavier, qui baptisait des dizaines de milliers de personnes. Il va avoir un niveau de testo assez extraordinaire. Ça, il fait en grand, quoi. C'est très, très, très masculin. Donc, en fait, la testostérone, c'est très important. Elle augmente quand on est défié. Regardez, moi, je suis venu vous parler, donc quelque part, je suis défié. Je suis sûr que ma testostérone augmente. Quand un tennisman va démarrer son match, sa testostérone a été mesurée, elle augmente. Et plus elle est haute, plus il a de chances de gagner. Et plus il gagne, plus la testostérone est haute après le match.
C'est vraiment, la testostérone est vraiment là comme un compagnon. On dit la testostérone, elle est stable, les femmes, elles ont des hormones qui oscillent, les hommes, taratata. Ce n'est pas vrai du tout. La testostérone change toutes les 10 minutes dans notre corps, qu'on soit homme ou femme. Mais chez nous, on en a beaucoup. Les femmes, je ne veux pas que je parle trop de la femme, même si j'aimerais, parce que sinon, je vais manger mon temps. Alors donc, ça augmente lorsqu'on a un défi à relever. Et ça augmente à la victoire. Donc j'imagine la quantité de testo qu'avait Churchill quand il a fait lever de la victoire. Hein. À la victoire, ça augmente. Mais il y a des choses plus fines de notre vie quotidienne, de la masculinité. Quand je suis au travail, j'oublie de téléphoner à ma femme. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, les messieurs. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Parce que nous, les messieurs, on a un cerveau cloisonné. Je vous ai dit, dès la vie in utero, il est cloisonné. À l'adolescence, les imageries montrent toutes que c'est cloisonné. Et à l'âge adulte, les cerveaux d'hommes, nous, on a surtout des échanges avant-arrière dans le même hémisphère. Les femmes, les deux hémisphères, ça bosse tout ensemble. C'est la grande fête. Hein. Et donc, du coup, nous, c'est beaucoup plus cloisonné. Donc, quand on est au boulot, eh ben, on oublie de téléphoner à notre femme. Ce que je dis n'excuse rien, n'est-ce pas, hein? Quand on me confie une difficulté, je cherche une solution, j'oublie parfois de consoler. Mon Isabelle arrive et me dit, tu sais pas, Priscille m'a téléphoné, elle n'est pas contente de telle chose. Je dis, d'accord, mais Priscille n'est pas là, moi, qu'est-ce que je peux faire? Donc nous, hommes, si on nous pose un problème, on cherche une solution. S'il n'y a pas de solution, ça nous agace. Parce que nous avons une approche analytique. Mais Isabelle ne voulait pas que je lui trouve une solution. Elle sait bien que je ne vais pas trouver une solution pour la robe de Priscille. Elle voulait simplement que je l'écoute. En effet, la nature a prévu que parmi les humains, il y ait des personnes qui écoutent, qui aiment être écoutées, et d'autres qui s'intéressent spécialement aux aspects analytiques. Mais on est tous capables d'analyser et on est tous capables d'avoir de l'émotion. Simplement, il y a des spécialistes. Et souvent, les messieurs sont plutôt spécialistes dans l'analyse, pas toujours spécialistes dans l'émotionnel. Autre chose tout à fait masculine, chérie, partons à la campagne, nous cultiverons des légumes bio. J'ai une idée, on va fonder je ne sais pas trop quoi, ou on va fonder je ne sais pas quoi. Ça, c'est très masculin. Parce que nous, on est bâtis biologiquement pour s'intéresser aux choses globales, pas trop aux détails. Ce qui fait qu'il est prêt à partir à la campagne cultiver des légumes bio, mais il a oublié qu'il fallait vendre l'appartement, en trouver un autre, changer les enfants d'école, se refaire des amis. Non, parce qu'en fait, tout ça, ça se passe dans l'amygdale cérébrale. Or, l'amygdale cérébrale, chez l'homme, elle est activement freinée pour ne pas trop envahir le cerveau. La testostérone met une sorte de calfeutre autour du cerveau émotionnel pour que l'homme ne soit pas trop saisi par les émotions. De manière à ce que dans une société, il y a des gens qui sont un peu pauvres en émotions pour pouvoir prendre quelques décisions, alors que d'autres sont très très enclins à penser à tout, à l'émotionnel, au détail, au global, à tout, et donc du coup ça les freine. Vous voyez, donc il semble que la biologie ait prévu cette complémentarité. Et nous, les hommes, on n'est pas enclins à céder aux menaces, alors que la femme est plus encline à céder aux menaces, et notamment les estrogènes de la période fertile lui font lâcher. L'enclin à lâcher et accepter de céder aux menaces. Nous, on n'aime pas exprimer trop volontiers nos sentiments aussi, c'est biologiquement expliqué, mais comme j'ai été un peu bavard, je vais avancer pour qu'on puisse aborder la dernière et à mes yeux, grande partie, c'est qu'en fait, d'après tout ça, c'est qu'en fait, nous sommes deux présences au monde qui ne se comprennent qu'ensemble. L'évolution des espèces n'a pas préparé des individus. L'évolution des espèces a préparé des groupes familiaux. Dans toutes les espèces de mammifères, il y a un groupe familial. Vous voyez, je vous ai parlé du lion tout à l'heure. L'évolution des espèces n'a pas préparé des lions. Il a préparé des lions et des lionnes. À eux tous, ils peuvent faire quelque chose. Vous voyez, dans chaque espèce, en fait, l'évolution a sélectionné, ça a été très bien travaillé au début du XXe siècle, cette affaire-là, par Karl Pearson, entre autres. Et donc, en fait, l'évolution a vraiment
sélectionner des couples, en fait, ou dans la société, mâles et femelles. Il faut quand même penser que nous, les humanoïdes, ça fait 1 million d'années qu'on marche sur la Terre. On a eu le temps quand même un petit peu de progresser. Hein, en 1 million d'années, les humanoïdes, à peu près. Hein. Nous le Homo sapiens, c'est 70 000 ans, 90 000 ans, c'est trop, mais toujours est-il que, n'empêche que ça fait du temps quand même. Donc, progressivement, de génération en génération, ce qui protège la vie est ce qui reste. Ce qui ne protège pas la vie devient moins fréquent et disparaît. Et donc, le fait que notre espèce ait évolué ne pose aucun doute, vous voyez. Vous comprenez ça? Comme les végétaux, si on en prend soin, les tomates sont de plus en plus belles. Tout ce dont on prend soin, ça devient de plus en plus beau, parce que de génération en génération, ceux qui ont plus de descendance, c'est ceux qui vont bien. Donc, on a été préparés ensemble. Nous avons une commune humanité, mais nous avons 2 regards sur le monde, 2 empathies différentes, 2 attraits sexuels différents et une complémentarité épigénétique. Je vais aller un tout petit peu plus vite, parce que j'étais bavard. Donc, une commune humanité, on a la plupart de nos chromosomes en commun. Mais surtout 2 regards sur le monde, et ça, c'est en partie grâce à l'hippocampe. On voit 2 faces de la Lune. Moi, je suis un vieil époux. Je pense que, quand je pense à notre vie, Isabelle voit une face de la Lune et moi, je vois l'autre, en fait. Hein. Et je pense qu'on a 2 regards sur le monde. L'analyse et l'intuition, je vous en ai parlé, la globalité et les détails. Dans les relations sociales, ça compte beaucoup. On a même des différences dans la vue et l'audition. Dans l'appétit aussi, hein, et dans l'appréhension de l'espace. Donc, en fait, on ne voit pas le monde pareil. Et on a en particulier 2 empathies différentes. L'empathie de la femme est plus orientée vers le proche. L'empathie de l'homme, plus orientée vers le lointain. L'émotionnel et le rationnel. La femme, il lui est confié souvent, on n'est pas des schtroumpfs, hein, il y a une très grande diversité, mais souvent il est confié à la femme une expertise émotionnelle. Et il est confié à l'homme un goût pour le rationnel. Dans l'attrait sexuel, les hommes ont 2 petits noyaux, ça s'appelle les noyaux sexuellement différenciés, 2 petits noyaux tout petits, hein, 0,2 mm, 0,4 mm chez l'homme, c'est pas gros, mais c'est, semble-t-il, ce qui nous donne ce goût à la féminité. Donne un goût à la féminité, notamment ce goût pour le corps féminin. Alors que le cerveau de la femme a d'autres choses, mais elle n'a pas ces 2 noyaux. Et elle a c'est une grande experte du cœur, une vigilance du cœur. Et donc, en fait, biologiquement, semble-t-il, les messieurs ont été encouragés à être des experts du corps, entre guillemets, hein, émerveillés par la beauté du corps, et la femme émerveillée par la beauté de l'être, corps et esprit. Excusez, je vais un peu vite. Hein. Je vous remonte quelque chose sur la coévolution. Les messieurs aiment bien charmer les femmes. Les femmes aiment bien être charmées par les messieurs. Mais c'est risqué d'être charmé. Donc les hormones du cycle féminin se complètent l'une l'autre pour que celle qui rend sensible au charme, les estrogènes, soit temporisée par celle qui protège contre les infidèles, qui est l'ocytocine, les gens pas fiables. Chez la femme, il y a ces 2 hormones qui augmentent un peu de fertile, les estrogènes qui augmentent son attrait pour la masculinité et l'ocytocine qui la protège contre les gens pas fiables. Ça ne peut être le fruit que d'une coévolution. Donc, en fait, ce qui s'est préparé, c'est des familles. On a une évolution conjointe. Et je vais terminer par quelque chose de tout à fait extraordinaire, j'ai découvert il y a peu de jours, quelques semaines. C'est que nous avons une complémentarité épigénétique. C'est-à-dire l'homme et la femme, vous prenez 2 noyaux de spermatozoïdes, ça ne fait pas un individu. Vous prenez 2 noyaux d'ovules, ça ne marche pas. Ça fait des décennies, depuis les années 80 surtout, qu'on essaye. On arrive à faire développer un petit quelque chose, mais qui ne se développe jamais bien. Avec 2 spermatos, 2 ovules, ça ne joue pas. Et on ne comprenait pas pourquoi. Et il y a moins de 10 ans qu'on sait pourquoi. C'est parce que
Le spermatozoïde, en plus de ses gènes, apporte des marques épigénétiques. Et ces marques épigénétiques vont être essentielles. Par exemple, je vous donne ce qui est joli, il y a des marques épigénétiques, donc en plus des gènes qu'il apporte. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça va agir sur le placenta. Les marques épigénétiques apportées par le spermato agissent sur le placenta, fait sécréter par le placenta des hormones. Et quelles hormones? Celles qui préparent la femme à avoir envie de prendre soin de son petit. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça merveilleux. Donc, l'homme apporte par ses marques épigénétiques des choses qui vont aider la femme à prendre soin du petit dans les premiers mois de la vie du petit. C'est une complémentarité épigénétique. Vous voyez, donc oui, l'homme et la femme doivent beaucoup au chromosome Y de l'homme. Y est un don à accueillir, mais c'est aussi une tâche à accomplir, hein, parce que c'est un potentiel, hein, seulement. Il faut jardiner, mais ensemble, en fait. Hein. Donc, ça ne promeut pas la guerre des sexes, tout ça. Au contraire, hein. Ça donne envie de prendre soin l'un de l'autre et de se mettre au service de l'autre. Voilà. Merci pour votre aimable attention. Voilà. Et ça, tout est dit avec plus de détails, bien sûr, dans un petit bouquin qui va apparaître. Vous ne pouvez pas encore l'avoir. Le chromosome Y va-t-il disparaître, qui sort en avril. Merci beaucoup. Alors, on a 10 minutes pour prendre des questions, si vous voulez interroger le professeur Écochard. La première question est toujours dure à poser. On peut commencer par la seconde, si vous voulez. Bonjour. Bonjour. Tu n'as pas dit quelle hormone était sécrétée par le placenta. Ah. Que la marque, on le sait, on connaît ou pas? Disons qu'il y a plusieurs hormones qui sont sécrétées par le placenta et je ne sais pas celle qui aide la maman, qui prépare la maman. Vous savez que vous savez que nos hormones, je dis nos parce que chez la femme surtout, changent avant la naissance. Pour la préparer, il y a 4 hormones au moins chez la femme qui changent avant la naissance pour la préparer, pour s'occuper du petit. Hein, l'ocytocine augmente, enfin, etc. Et donc, chez l'homme, il est préparé aussi, lui. Les 3 derniers mois, sa testostérone baisse, les 3 derniers mois de la grossesse de sa femme, s'ils vivent ensemble. Et plus il y a un bon climat entre eux, plus elle baisse, et plus la testostérone du papa baisse en fin de grossesse, mieux il s'occupe du petit après. Donc, en somme, c'est tout un... Moi, je ressens un bouquet de fleurs. Et donc, je ne sais pas quelle hormone exactement agit ainsi. Mais l'article est disponible, donc je peux l'envoyer facilement. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que tu pourrais nous dire comment s'appellent les noyaux dans le cerveau dont tu as parlé qui sont spécifiquement masculins? C'est les noyaux sexuellement différenciés. Ça s'appelle comme ça, noyaux Oui. En fait, oui, dimorphique, si tu veux être plus. Alors, en fait, hommes et femmes en ont. Oui. Simplement, quand on regarde la taille chez l'homme, ils font à peu près 0,2 mm de plus que chez la femme en moyenne, même s'il y a des hommes qui en ont de très gros, des hommes qui en ont de très petits et des femmes qui en ont des plus gros. Mais disons que c'est décalé quelque part, globalement. Et c'est vrai aussi chez l'animal. Il y a beaucoup de travaux faits chez l'animal qui ont confirmé ça. Et chez l'animal, il se développe pendant la mini-puberté, c'est-à-dire les premières semaines après la naissance. Chez l'homme, on ne sait pas encore. Parce que moi, j'avais une question. Pendant les études, on nous avait dit qu'on arrivait... Bon, ça va peut-être être abordé plus tard, mais on savait déjà, bon, il y a 30 ans, hein, qu'on pouvait rendre des petits ratons homosexuels. Et j'ai une de mes sœurs qui a travaillé à l'Institut Pasteur, notamment à la Silicon Valley, etc. Bien sûr. Et elle me disait, oui, oui, bien sûr. Sur des ratons, c'est facile de les rendre homosexuels. Notamment comme ça, c'est que tu empêches le noyau de se développer. Oui, voilà, c'est ça. Et si on donne à la rate qui allait des hormones féminines, les ratons vont avoir des comportements homosexuels entre eux. Oui, tout à fait.
fait. Et moi, ça m'interroge beaucoup quand on entend tous les résidus qu'il y a dans l'eau, de la pilule qui n'est pas traitée, hein, parce que finalement, on boit l'eau de nos toilettes, hein, qui a été recyclée, mais enfin, c'est un peu ça. Donc ça veut dire qu'on prend dans l'eau du robinet des hormones féminines, de ceux qui prennent la pilule, même si nous, ce n'est pas notre cas. Les hommes en prennent, bah, ça me pose vraiment question. Oui, oui, bien sûr, hein. On le saura tardivement, ça, parce qu'il faudra des décennies pour que ça vienne à jour. Et notamment quand même, c'est quand même de prescrire la pilule aux mamans qui allaitent, c'est quand même une maladresse, On est c'est d'accord. prendre des risques. Alors on ne sait pas, il n'y a pas de preuves, hein, pour l'instant. Oui. Mais disons, quand on voit la finesse de ces choses-là, et chez l'animal, c'est extrêmement prouvé, hein, il y a des modèles animaux très précis qui montrent que chez l'animal, on peut comme cela empêcher, chez plusieurs animaux ça a été fait, empêcher le développement de ces petits noyaux chez les petits mâles. Et à ce moment-là, c'est pas qu'ils sont homosexuels, ça c'est ce qu'on aime dire dans les... Ils ne deviennent pas homosexuels. Non, ils n'apprécient pas spécialement les femmes ou les femelles. C'est très différent. Il faut faire attention quand on parle d'homosexualité parce qu'il y a beaucoup d'empreintes de lutte culturelle. Non, il n'y a pas... Il y a une seule espèce connue au monde où il y a une homosexualité chez l'animal. Une seule espèce au monde. Par contre, ce qui est fréquent, c'est l'absence de goût pour le sexe de l'autre. Vous voyez ça? Ce qui est très différent. C'est l'absence de goût pour le sexe de l'autre. Et l'homosexualité, il n'y a pas de gène de l'homosexualité. On n'est pas homosexuel, ça ne veut rien dire être homosexuel. Non, on a un goût très fort ou faible pour le sexe de l'autre. C'est très différent. Nous, les hommes, on peut être émerveillés par les femmes, ou au contraire, bof. Hein. Mais ça vient donc biologiquement, et puis avec ce qu'on vit. C'est-à-dire il y a beaucoup plus d'impact à craindre de la vie familiale sur ces choses-là. Pour avoir le goût à la femme, il n'y a pas que la biologie, il y a qu'est-ce que je vis, vous comprenez? Et pareil pour l'homme. C'est que les perturbateurs endocriniens, c'est important, mais il faut faire attention. D'après les psychologues, notamment pour l'histoire de genre, il y a beaucoup plus d'effets des troubles familiaux que des hormones. Ouais. À aujourd'hui, quoi. Hein. Voilà. Non, je te le dirai en aparté. C'est des animaux qui vivent dans les Appalaches et qui sont du style mouton ou je ne sais pas quoi. Voilà. Mais je te donnerai si tu veux. Si tu aimes l'anglais, je te donnerai un article là-dessus. Merci beaucoup. Hein. Merci. Alors, on a une dernière question. Vous parliez du chromosome X, du coup, qui a 6 fois moins de gènes pour permettre le développement de l'intelligence, le développement 6 fois du cerveau. plus. Non, 6 fois plus. Le chromosome X, oui, X, c'est ça. oui. Est-ce que du coup, ça explique pourquoi les petits garçons sont plus à risque d'avoir des troubles neurodéveloppementaux? Absolument, c'est ces choses-là qui... Vous savez que les petits... Enfin, c'est complexe. Hein. Les garçons sont plus fragiles pendant toute la grossesse de la maman et pendant les premières années jusqu'à la puberté. Et après, ce sont les filles qui sont plus fragiles. Vous savez ça. Vous savez que avant la puberté, ce sont les petits garçons qui souffrent psychiquement, enfin, plus de maladies. Bon, il y a plus de mortalité néonatale chez les garçons, il y a plus de petits pois, il y a plus de troubles. Quand la maman subit des agressions, c'est surtout mauvais pour les petits garçons, parce que ça fait baisser la testostérone des petits garçons dans le ventre de leur maman, et ça explique des troubles après. Tandis qu'après, à partir de la puberté, ce sont les filles qui ont plus de troubles. Donc, c'est autre chose que le problème génétique. Bon, on ne sait pas trop encore tout, hein, mais en effet, la constitution, elle est génétique. C'est Y, en effet. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup, docteur.